Bonjour et bienvenue sur Technique de vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Ponton. Donc, Bonjour Victor. bonjour Guillaume, un véritable expert de l'entrepreneuriat. On a eu l'occasion de se rencontrer il y a une dizaine de jours lors d'un séminaire mastermind. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde un petit peu la conjoncture et les chiffres, un entrepreneur sur deux se casse la gueule à 5 ans. Donc, j'ai trouvé intéressant de t'interviewer, Guillaume, pour que tu nous fasses partager un petit peu ton expérience. D'ailleurs, je crois que tu as un parcours assez riche de self-made man, si tu veux nous expliquer en quelques minutes. Ouais, parce que j'ai pas fait effectivement des études d'école de commerce ou de choses classiques que font a priori les entrepreneurs, puisque j'ai fait l'UFRAPS à la base pour être prof de sport, donc effectivement pas grand-chose à voir avec ce milieu-là. Mais bon, voilà, les études étaient intéressantes parce que je suis assez sportif et le sport m'a toujours intéressé. Mais bon, effectivement, après quand il a fallu bosser, je me suis rendu compte que prof de sport, c'était pas pour moi. Préparateur physique, sachant que j'étais dans l'athlé, il y en a 4 ou 5 qui en vivent en France, donc il a fallu que je trouve autre chose à la sortie des études. Et du coup, en sortant d'études, je me suis fait embaucher au Hilton de Lyon. J'ai été voiturier concierge, bêtement parce que je faisais déjà ça pendant les études pour gagner mes sous d'étudiant et que le métier me plaisait bien parce que l'environnement était sympa, ça reste un hôtel 4 étoiles. Et puis surtout parce qu'on pouvait conduire toutes les voitures sympathiques des clients. Donc c'était surtout ça qui m'avait attiré parce que je suis un fan de voitures sportives. Donc voilà comment je suis rentré en hôtellerie. Ça a duré 4 ans. Au bout de 4 ans, à la fin, j'ai voulu créer une boîte avec un pote parce que je me rendais bien compte que de toute façon, l'aspect salarié, puis surtout comme l'Hilton, c'est à l'américaine. Donc si tu veux, c'est un management qui est un peu particulier, on va dire. Et du coup, je me sentais pas à l'aise dans la façon de fonctionner, donc je voulais faire autre chose. Et on a essayé de créer cette boîte, et puis en faisant cours, ça n'a pas pu aboutir. Et du coup, après, pardon, j'ai pu partir à mon compte sur toute autre chose, dans la finance et l'assurance. J'ai pu créer un cabinet de courtage, grosso modo, en la faisant simple. J'ai commencé tout seul, et au bout de 5 ans, j'ai arrêté. On était soixantaine et on faisait 2,5 millions, 3 millions de chiffre d'affaires par année. Donc voilà, grosso modo. Une belle courbe de progression. C'était pas mal, effectivement. Ouais. Et donc du coup, aujourd'hui, pour nous faire bénéficier de ton expertise, à quoi tu assimiles ces échecs? Pourquoi, d'après toi, un entrepreneur sur deux à 5 ans n'existe plus? Au bout de 5 ans, c'est long quand même. 5 ans d'entrepreneur, c'est déjà à mon sens, c'est pas un échec, c'est déjà une réussite, je pense. Hmm. Mais si au bout d'un moment ça s'arrête, il peut y avoir plusieurs raisons, j'imagine. Moi, mon entreprise dans la finance et l'assurance, je l'ai arrêtée de mon plein gré, entre guillemets, parce que je bossais trop. Euh, je bossais 80 heures par semaine, donc voilà, au bout d'un moment, j'ai eu un petit, il a fallu choisir entre s'occuper de la famille ou s'occuper de la carrière professionnelle, mais du coup délaisser la famille. Donc j'ai choisi d'arrêter de trop travailler, enfin de trouver une autre manière de travailler en tout cas, que passer 80 heures sur le bateau. Euh, donc je dirais, ça peut être une déco, je pense, parce que c'est vrai que j'ai quand même un gros réseau d'entrepreneurs et puis j'en connais pas un qui fait 30 heures, quoi. Donc peut-être que c'est la fatigue ou le trop travailler au bout d'un moment, c'est plus trop mettre les limites ou alors on réfléchit pas à comment travailler différemment pour réduire son temps de travail, quoi. Alors, je vais peut-être préciser ma question, puisque effectivement, il y a ceux qui arrêtent volontairement, comme toi, mais je pense qu'il y a quand même une grosse majorité où c'est pas dû à leur propre volonté. Donc, Voilà, ceux qui se plantent, enfin, ou ceux qui arrêtent sans mettre la faute ailleurs, il y a déjà, je pense, la conjoncture en ce moment qui est pas terrible, hein. Faut pas se voiler la face quand même. Mais après, je dirais, le nerf de la guerre, de toute façon, si la boîte ferme, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Donc, s'il n'y a plus d'argent, c'est qu'il n'y a plus de clients, quoi. Euh, donc, à mon sens, le nerf de la guerre, c'est quand même toujours l'aspect vente, quoi, d'aller chercher du chiffre d'affaires. Et, je pense que c'est une des grosses causes du fait qu'il y a pas mal de boîtes qui ferment, quoi, à mon avis, hein. écoute, je pense que ton avis est bon, puisque lorsqu'on regarde les chiffres, enfin moi les chiffres que j'ai, c'est effectivement les raisons numéro un, les carences commerciales, Mm. devant l'absence de besoin du marché, devant le profil de l'entrepreneur. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui créent des boîtes suite à une expertise personnelle. Souvent, enfin, il y en a qui créent à la sortie des études, mais c'est pas, à mon avis, la majorité. La plupart, ils créent peut-être à 30, 35 ou 40 ans après avoir fait déjà une expérience salariée de leur expertise professionnelle.
puis pour différentes raisons, ils se sont rendus compte qu'ils pourraient créer leur boîte en faisant la même chose, sauf qu'évidemment, si on le fait pour soi, a priori, on peut gagner plus, puisqu'il n'y a plus le patron qui est au milieu. Mais en faisant ça, ça veut dire qu'on n'a plus juste la casquette de, je sais pas, par exemple, je suis menuisier, je fais des escaliers en bois chez mon patron. Si demain je suis tout seul, je suis toujours capable de faire ces escaliers de la même manière. Mais par contre, c'est à moi d'aller chercher les clients. Et la plupart, ils n'ont pas cette casquette ou cette compétence ou cette envie de prendre son bâton de pèlerin et puis aller chercher les clients. Quand on n'a jamais fait, c'est pas forcément le plus facile, quoi. Et puis un chef d'entreprise doit vraiment avoir toutes les casquettes. Que quand on commence, on peut pas prendre une secrétaire pour gérer l'administratif, prendre un commercial pour gérer les commandes. Enfin, on commence bien souvent tout seul parce qu'on n'a pas d'argent, donc il faut être capable de mettre toutes ces casquettes et de savoir les gérer. Et c'est d'où on revient au premier problème du temps de travail qui peut être au début un petit peu important, quoi. Et donc du coup, pour prendre le contre-pied, quels seraient tes conseils? Quels sont les facteurs clés de succès pour réussir en entrepreneuriat selon toi? Et le premier facteur, même si ça revient encore toujours à la même chose, c'est à mon sens le travail, parce qu'il y en a aussi, je pense, peut-être qui échouent parce qu'ils ne travaillent pas assez, du coup. Ils restent sur leurs habitudes de salariés de 35 heures, entre guillemets, sans vouloir dénigrer, mais même si au fil du temps, on peut réduire le temps de travail, moi, aujourd'hui, je travaille plus 80 heures, mais il ne faut pas se leurrer quand on lance une activité ou une société. Au début, il faut travailler d'arrache-pied, quoi. Ça se lance pas tout seul, quoi. Je connais pas d'entrepreneurs qui ouvrent leur boîte avec un carnet de commandes qui est rempli. Peut-être que ça existe, mais c'est relativement rare. Donc, premier conseil, à mon avis, même si je pense que la plupart en sont conscients, c'est malgré tout de travailler quand même beaucoup pour mettre le bateau à flot, quoi. Ce serait le premier travail. D'accord. Et puis le deuxième conseil, à mon avis, qui est aussi le pendant de ce que je viens de raconter, c'est que les personnes qui ont une expertise technique, faut aussi qu'ils se forment sur l'aspect peut-être administratif, parce que malgré tout, on est quand même dans un écosystème en France qui est assez normé, qui est assez embêtant, pour rester poli, pour les entrepreneurs. Donc c'est vrai que si on n'a pas les clés, il faut quand même savoir où est-ce qu'on va, dans quel environnement administratif. Et puis se former aussi à la vente, parce que voilà, quelqu'un qui, je reprends mon exemple du menuisier, qui fait des super escaliers par exemple, mais qui a jamais décroché le téléphone pour essayer d'avoir un client, ou qui est jamais allé faire du porte-à-porte ou n'importe quelle autre méthode pour choper des clients, sa première commande, s'il a jamais fait ça, elle risque de prendre du temps. Et à mon sens, il faut lancer sa boîte une fois qu'on a quand même quelques techniques ou quelques notions pour savoir où et comment aller chercher ses premiers clients, quoi. Effectivement, pour la partie vente, je pense qu'ils sont au bon endroit. Après, je pense que tu as pas mal de choses à leur apporter. Je vois que tu as une belle bibliothèque derrière toi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté apprentissage permanent? Ah grave, ouais, moi j'ai commencé la lecture super tard, hein, avant 27 ans je pense, j'en ai 34 aujourd'hui. J'avais pas lu un bouquin, mis à part Autoplus ou les conneries comme ça, tu vois. Et j'ai commencé par une recommandation d'un mentor à l'époque où j'étais dans la finance. Premier que j'ai lu, ça doit être Napoléon Hill, je pense. Réfléchissez, devenez riche. Celui-ci, ou Comment se faire des amis de Carnegie, je sais plus, enfin un des deux. Et puis j'ai mis le doigt dedans et je me suis rendu compte bêtement, parce que c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais pour moi la lecture, ça s'apparentait à ce qu'on t'a fait lire au lycée, quoi. Je dénigre pas les grands auteurs, mais j'ai pas accroché, quoi. Et donc pour moi un bouquin c'était chiant. Et puis une fois que tu mets le doigt dedans de quelque chose qui t'intéresse, en l'occurrence le développement personnel, là je me suis mis à dévorer, quoi. Ça m'intéresse, quoi. Et du coup, effectivement, moi, je kiffe ma bibliothèque. Je reprends des bouquins de temps en temps parce que je me rappelle ce qu'il y a dedans, puis j'ai envie de les relire. Puis je sais pas, voilà, bon, je suis pas non plus un fou, mais j'ai dû lire, je sais pas, peut-être 150 bouquins sur cet aspect vente, développement personnel, état d'esprit. Et c'est vrai que ça aide carrément dans le quotidien. Et puis, alors après, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais bien souvent, moi, quand je prends un bouquin, j'ai le sentiment que c'est le bon moment pour que je le prenne, parce que ça s'applique à un truc que je suis en train de lire en ce moment, tu vois. Et du coup, tu te dis, putain, il fallait que je prenne ce bouquin maintenant, ça m'a donné un déclic, et voilà, quoi. Ouais, effectivement, ça vient apporter des solutions et des clés concrètes à des problèmes du quotidien. Ouais, grave. Le gros truc, on a discuté ensemble l'autre jour, c'est que pourquoi j'ai arrêté aussi dans la finance, c'est parce que j'ai lu, entre autres, j'ai lu un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss.
et où grosso modo il prend le contre-pied voilà, des entrepreneurs qui travaillent 80 heures par semaine. Il explique qu'il y a d'autres manières d'organiser sa vie et puis de travailler et puis de gagner sa vie, parce que si bien souvent on pense à tort que quand on réduit son temps de travail, le revenu va réduire d'autant, ce qui est une connerie si on s'organise différemment. Donc moi à cette époque ça m'a mis une grosse claque et je me suis dit faut que j'arrête de bosser comme un connard. Je dois penser à ma vie perso, ma famille, et je vais trouver une autre manière de gagner ma vie, quoi. Donc il y a vraiment des bouquins qui sont pour moi clés, et c'est clair que ça a joué, tu fais bien rebondir sur ma bibliothèque, ça a joué sur mes expériences, et donc c'est forcément un bon conseil effectivement que de lire tous ces beaux bouquins, quoi. Ouais, pour revenir sur ce que tu disais, la semaine de 4 heures, je pense que ce qui est important, la notion vraiment importante là-dedans, c'est le fait de se focaliser sur les 20-80, les 20% d'actions qui génèrent 80% du résultat, la fameuse loi de Pareto. Ouais. Et du coup, je crois que tu as condensé tout ça, toi, justement, au niveau entrepreneurial, dans une formation. Ben ouais, parce que, comme je t'ai dit, moi je sors pas du sérail école de commerce où on peut t'apprendre tout ce qui est lié à cet entrepreneuriat. Donc en 2006, quand on a voulu créer la boîte avec mon pote, j'ai fait comme un novice qui veut se former là-dedans. Je suis allé prendre des formations à la Chambre de commerce de Lyon. J'ai payé des coûts de 700 balles la journée, j'en ai fait 4 ou 5, pour au final, sincèrement, pas apprendre grand-chose, quoi. Maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi, parce que les formateurs qu'on avait, c'est des formateurs, mais des mecs qui sont jamais sortis de la classe, quoi, tu vois. Donc, ils parlaient de créer des boîtes, mais ils en avaient jamais fait eux-mêmes, quoi. Donc voilà, niveau qualité et pertinence, c'était bidon, quoi. Il manquait l'expérience terrain. Et grave, c'était top sur le papier, mais bon, je sentais qu'il manquait quelque chose, et puis voilà, maintenant avec le recul, c'est clair et net que, désolé pour la chambre de commerce, mais c'était bidon, quoi. Surtout quand tu payes, encore tu payes 50 euros la journée, tu te dis, bon, voilà. Donc là, j'ai payé des 5, 6, 700 euros la journée sur les modules. J'avais claqué 3 ou 4 000 balles, alors qu'à l'époque j'étais au SMIC, c'était pour moi un investissement, tu vois. Retour sur investissement était vraiment bidon, quoi. Donc, pour moi, une des meilleures écoles, puisque je suis pas passé par l'école classique, c'est l'école du terrain, quoi, d'apprendre sur le terrain, parce que moi j'ai vraiment appris avec les clients, hein, j'ai pas appris, avec quelques mentors qui m'ont aidé évidemment. Au final, les clients sont les meilleurs enseignants. C'est clair, moi ma première année de la finance, ils me prenaient pour un fou, parce que en 2007 j'ai fait 620 et quelques rendez-vous effectués avec 3 ou 4 semaines de vacances. Ça veut dire que je tournais grosso modo à 15 rendez-vous par semaine, en sachant que c'est des entretiens qui duraient à peu près 1 heure et demie. Donc j'ai vraiment travaillé comme un forcené, quoi. Mais c'est là où j'ai appris, en fait. Parce que quand tu rencontres quelqu'un de 20 ans, quelqu'un de 30 ans, quelqu'un de 40 ans, quelqu'un de 50 ans, quelqu'un qui gagne 1000 euros, quelqu'un qui en gagne 10 000 euros, quelqu'un qui a du patrimoine, quelqu'un qui n'a pas de patrimoine, c'est autant de façons de gérer un entreprise, parce que la personne en face, c'est pas du tout la même, quoi. Et donc tu apprends au fur et à mesure de ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc voilà, pour revenir à ce que tu dis sur la formation, effectivement, depuis 2006, maintenant je suis à mon compte, j'ai quand même appris énormément de choses dans les bouquins, dans le terrain, avec des mentors, avec d'autres entrepreneurs évidemment aussi, parce que c'est bon de s'entourer d'un écosystème qui fait la même chose que toi. Et du coup, je me suis dit, ce serait sympa, les gens, je me remets 10 ans en arrière, j'aimerais bien apprendre à créer une boîte. Où est-ce que je peux me former avec quelque chose de concret et puis sans forcément dépenser 3-4 000 balles, quoi. Du coup, j'ai créé effectivement cette formation qui s'appelle Au revoir président, dans le but de pas au revoir président, le président de la République, même si j'aimerais bien aussi lui dire au revoir, si la parenthèse est fermée. Mais au revoir président de voilà La fameuse publicité. Exactement, du loto. Alors je sais pas, ça doit avoir une bonne dizaine d'années, cette publicité. Mais voilà, de partir de l'aspect salarié du président de la boîte. Et donc voilà, la formation, elle dure 6 mois, il y a 24 modules, c'est vraiment très très large. L'idée, c'est de répondre à toutes les questions qu'on peut avoir quand on veut se lancer et qu'on ne sait pas par quel bout y prendre, parce que je me suis beaucoup servi des interactions que j'ai eues avec les lecteurs de mon blog pour créer cette formation. Et puis, voilà, elle coûte 397 €, donc 400 €, c'est un peu de sous, mais malgré tout, je pense que c'est accessible si on a cette volonté de devenir entrepreneur. 400 € c'est peanuts, surtout avec tout ce que je mets dedans, parce que c'est quand même 10 ans d'expérience qui m'ont permis de pas trop mal réussir dans mes différentes activités, donc voilà, quoi. Effectivement, la notion de coût est relative, puisque ce qui importe, c'est le retour sur investissement. C'est pas combien on le paye, c'est combien cela nous rapporte.
Et donc tu as packagé toute ton expertise. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette formation? Tout. Non, mais c'est vrai que je parle déjà, il y a les trois quatre premiers modules qui sont vraiment liés à l'état d'esprit et au développement personnel. Ça peut paraître un peu peut-être hors sujet, mais à mon sens vraiment pas, parce que surtout quand on est salarié, on est vraiment baigné quand même dans un écosystème qui est carrément différent de l'écosystème d'entrepreneur, quoi. Donc ça me semblait bien de mettre les pierres et la manière dont tu dois apprendre à réfléchir, qui est différente de celle du salarié qui, même si je caricature, va tous les matins au boulot, pose son cul sur sa chaise et puis il attend sa feuille de paye à la fin du mois, grosso modo, tu vois, même si évidemment je grossis le trait. Hmm. Entrepreneur, c'est carrément pas ça. Donc, eh ben, j'apprends beaucoup de choses par rapport à ça au début. Puis après, bah, ça part sur l'aspect administratif aussi, parce qu'il faut quand même savoir dans quel écosystème on joue, les différentes structures juridiques, un petit bout de compta. Puis après, bah, on part sur les différentes idées, parce qu'il y en a qui n'avaient pas d'idées, donc j'ai un module sur une foule d'idées qui peuvent être développées pour commencer. Et puis après, bah, voilà, il y a de la vente aussi qui est très importante. J'apporte toute mon expertise, ce sera un grand mot, mais une bonne partie en tout cas des techniques qui peuvent exister, qu'on peut appliquer de manière très simple. Et qui ont fonctionné pour toi. Voilà, ouais, c'est ça qui m'a permis de me développer. L'aspect recommandation, ça c'est quelque chose que j'utilise énormément dans mon développement et il y a peu de personnes qui l'utilisent. C'est vrai que dans la finance, nous, on ne se faisait pas payer par le client directement, on était payé évidemment par les contrats qu'on devait signer, mais malgré tout, si on ne signait pas de contrat, on n'était pas payé. Donc la deuxième manière de se faire payer, pour justifier l'expertise qu'on apportait quand même, parce qu'on apprenait beaucoup de choses aux clients, bah, c'était des recommandations, c'est-à-dire qu'on demandait aux clients de nous donner des recommandations autour de lui qui pouvaient être intéressés par notre service. Et dans le monde des assurances, ça se fait, mais bien souvent, les gens ils prennent 2 ou 3 recommandations, et nous, on en prenait 10, quoi. Donc ce qui fait qu'on a un portefeuille de prospects qui grossissait au fur et à mesure que ton nombre de prospects de clients augmentait aussi, quoi. Hmm. C'est un vecteur de développement qui est énorme si tu sais le faire, quoi. Et ça, c'est des techniques toutes bêtes, hein, c'est oser poser des questions, donc c'est pas compliqué si tu sais comment faire, c'est toujours pareil. Ouais. Et si tu oses le faire aussi, parce qu'il y en a qui osent pas, hein, même pour avoir une réponse à une question, il faut oser la poser, quoi. C'est toujours le même truc, mais voilà, c'est vraiment très large, et puis on finit sur effectivement ce développement, un peu de gestion, sur comment gérer, un peu d'impôts, un peu de charges sociales, un peu de utiliser aussi l'aspect internet, parce que je parle d'une boîte entre guillemets classique et offline, mais je montre qu'on peut utiliser aussi le système online pour se développer. Donc voilà, l'idée, c'est un module par semaine pendant 6 mois, à peu près 1 heure de vidéo, entre 3 quarts d'heure et 1 heure de vidéo par semaine, des exercices à faire avec de l'interaction avec moi. Ouais, c'est assez complet. Tu as, Voilà, l'idée c'est que ce soit complet. tu as passé au crible tous les aspects de l'entrepreneuriat à la moulinette de ton expertise. J'ai mis 9 mois à la pompe quand même, ça m'a pris du temps de travail, mais bon, tu vois, j'ai 200 maintenant, presque 250 clients. J'ai eu 2 demandes de remboursement en 2 ans, donc tu vois, je pense qu'on peut dire qu'elle plaît et qu'elle répond aux attentes, quoi. Effectivement. Bah écoute, c'est super Guillaume. Merci à toi d'avoir partagé avec nous tes conseils et ton expertise. Pour ceux Merci. qui souhaitent aller plus loin, je les invite à aller voir ton blog, Comment devenir riche. Je mettrai le lien. Et ceux qui souhaitent aller encore plus loin et encore plus vite, en bénéficiant de l'accompagnement d'un vrai pro, et je leur conseille de suivre ta formation. Mais c'est gentil. Je te dis à très bientôt. Volontiers, plutôt. Au revoir Guillaume. Ciao.